I mean, it was amazing. It was a gas. The crowd was very welcoming. They were very responsive. C'était incroyable. C'était génial. Le public était très accueillant. Ils ont été très réceptifs. À 62 ans, Johnny Depp révèle enfin ce que personne n'aurait cru possible. Johnny Depp a gardé un secret pendant 40 ans. Pas de pirates ni de jeux de main, mais de la nuit où il a abandonné l'école à 15 ans pour dormir dans un van avec un groupe de musique. De sa vie dans le sous-sol de Hunter S. Thompson, à côté de barils de poudre, à propos de textes si violents qu'ils ont choqué un tribunal. En octobre 2024, il a inauguré une exposition d'art qui a révélé ce qu'aucun initié d'Hollywood n'avait vu venir. Le tableau expliquait pourquoi les dirigeants de Disney pensaient qu'il était ivre sur le plateau, et pourquoi il avait raison depuis le début sur un point que tout le monde avait tort. L'histoire de Johnny Depp n'a pas commencé sous les projecteurs. Il est né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky. Sa mère, Betty Sue Palmer, travaillait de longues journées comme serveuse, tandis que son père, John Christopher Depp, était ingénieur civil. La vie familiale était instable. À 7 ans, Johnny avait déménagé plus de 20 fois avec sa famille pour finalement s'installer à Miramar, en Floride. Son enfance fut chaotique. Ses parents se disputaient constamment et la tension familiale était profonde. À 15 ans, ils divorcèrent, laissant des cicatrices durables. Plus tard, Depp a appelé sa mère. C'est moi, l'être humain le plus méchant que j'ai jamais rencontré. Mais au milieu de toute cette agitation, une étincelle a commencé à naître. Au milieu de la chaleur et du désordre de la Floride, entouré de musique rock et de routines brisées, Johnny a trouvé un étrange sentiment d'identité. À 15 ans, il a pris une décision que la plupart des adolescents n'oseraient même pas envisager. Il a abandonné le lycée. Il n'est pas parti pour devenir acteur ou travailler. Il voulait faire de la musique. Il a rejoint un groupe de garage appelé The Kids. Ils étaient bruyants, affamés et déterminés. Le groupe a commencé à faire des vagues sur la scène underground floridienne, en première partie de légendes comme Iggy Pop, mais la survie était difficile. Le groupe partageait des repas bon marché et dormait dans son van. Ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts, mais Depp s'en fichait. Il ne recherchait pas le confort, il recherchait le son. Ce qu'il ignorait, c'est que cette passion pour la musique le mènerait bientôt vers des horizons totalement inattendus. En 1983, alors qu'il n'avait que 20 ans, Depp épousa la maquilleuse Laurie Ann Allison. Elle avait 6 ans de plus que lui et était pleine d'espoir pour lui. Ensemble, ils s'installèrent à Los Angeles, rêvant de percer dans la musique. Depp enchaîna les petits boulots, le plus démoralisant étant la vente de stylos à billes par téléphone. Jour après jour, il appelait des inconnus à froid, essayant de leur vendre quelque chose qui ne l'intéressait pas. Il était fauché, frustré et doutait que son rêve en vaille la peine. Mais Laurie croyait en lui. Elle avait des amis dans le monde du spectacle, et l'un d'eux allait changer la vie de Johnny à jamais. Cet ami, c'était Nicolas Cage. Il voyait quelque chose en Johnny, un charme, un mystère, une présence. Cage l'a encouragé à se lancer dans la comédie. Depp n'était pas convaincu, mais il est quand même allé à une réunion avec un agent. Puis est arrivée l'audition pour Les Griffes de la Nuit. Depp n'était même pas là pour lui-même. Il était accompagné d'un ami, mais la fille du réalisateur Wes Craven l'a remarqué. Elle le trouvait d'un air rêveur. Ça lui suffisait. Depp a obtenu le rôle de Glenn Lance, un adolescent qui connaît une fin sanglante lorsqu'il est englouti tout entier par un lit. Le film est sorti le 9 novembre 1984 et a rapporté plus de 25 millions de dollars pour un budget de seulement 1,8 million. Cette scène macabre a lancé sa carrière et l'a sortie de l'ombre. Puis 1985. Tout a changé à nouveau. Les enfants sont finis par s'effondrer, tout comme son mariage. La musique, c'est pourquoi il avait quitté l'école, était terminée. Il n'avait pas de plan B, juste l'étrange monde du théâtre, qui s'ouvrait soudain à lui. Le choix était brutal. Poursuivre la musique qui ne l'avait mené nulle part, ou s'engager sur la voie inconnue du cinéma. Il a choisi le métier d'acteur. Ce qui semblait être un échec à l'époque allait bientôt devenir le début d'un projet colossal. 2 ans plus tard, en 1987, il devient célèbre. Il décroche le rôle de l'officier Tom Hansen dans 21 Jump Street, remplaçant Jeff Yeager.
À seulement 24 ans, Johnny Depp est soudain devenu le personnage de toutes les chambres d'adolescents aux États-Unis. La série n'était pas seulement populaire, c'était un véritable phénomène culturel. Elle abordait des sujets difficiles comme la drogue et la violence, et a fait de Johnny Depp une idole mondiale pour les adolescents. Mais Johnny l'a détesté. Il avait l'impression d'être emballé et vendu. Il trouvait son personnage plat et prévisible. Sa célébrité était étouffante. Il a commencé à se disputer avec les producteurs et a même tenté de se faire virer en détruisant sa caravane. Le monde l'adorait, mais il voulait partir. Il s'est donc rebellé de la manière la plus inattendue. Il a choisi des rôles qui laissaient perplexes. En 1990, il a joué dans Cry Baby, un film satirique et déjanté de John Waters. Depp a accepté le rôle non pas malgré le fait que le film se moquait des idoles adolescentes, mais à cause de cela. Waters a déclaré avoir choisi Depp après avoir vu son visage placardé sur tous les magazines pour adolescents des supermarchés. Johnny s'est servi de Cry Baby pour détruire l'image de tombeur qu'il n'avait jamais voulu. Le film a été un échec initial, ne rapportant que 8,3 millions de dollars sur un budget pouvant atteindre 12 millions. Mais au fil du temps, ce film est devenu culte. Plus important encore, il envoyait un message clair. Johnny Depp ne se plierait pas aux règles d'Hollywood. Plus tard de la même année, il fit un pas décisif dans sa carrière. Il fit équipe avec le réalisateur Tim Burton pour Edward aux mains d'argent. Le rôle était étrange, silencieux et profondément émouvant. Depp incarnait un homme artificiel solitaire, avec des ciseaux à la place des mains, qui désirait simplement être aimé. Son rôle n'avait rien à voir avec ses précédents rôles. Sa performance a été saluée par la critique et le public. Le film a rapporté 4 fois son budget de 20 millions de dollars et a confirmé ce que Johnny essayait de prouver. Il était plus qu'un beau gosse. C'était un artiste. À partir de ce moment-là, il ne correspondait plus à ce que les gens pensaient ou attendaient. Il refusait des offres importantes pour des personnages incompris, sombres ou carrément bizarres. Il déclarait qu'il ne reviendrait jamais à la télévision. « Jamais » a-t-il déclaré aux journalistes. « Je préfère faire le plein. » Il ne courait plus après l'argent ni la gloire. Il était en quête de sens. Et tandis que sa carrière prenait forme, sa vie personnelle était tout aussi intense. Après son divorce, il s'est engagé dans une relation profonde avec l'actrice Sherilyn Fenn. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'un film étudiant dans les années 1980. Leur lien était suffisamment fort pour qu'ils se fiancent brièvement et elle est même apparue dans 21 Jump Street. Puis est arrivée Jennifer Grey. Depp l'a demandé en mariage 2 semaines seulement après leur rencontre. Les fiançailles ont duré 9 mois avant de se rompre. La célébrité, le pression, l'image qu'il méprisait, c'était trop. Mais sa relation suivante allait devenir légendaire. En 1989, leur connexion fut instantanée. 5 mois plus tard, ils étaient fiancés. Johnny s'est même fait tatouer Winona Forever sur le bras. Leur relation est devenue un symbole du romantisme hollywoodien du début des années 90. Elle a pris fin en 1993, mais pas avant d'être devenue partie intégrante de l'histoire de Depp. Intense, passionnée et pleine d'émotions brutes. Quand Johnny Depp incarnait Edward D. Wood Jr. dans Ed Wood, il était le pire réalisateur de tous les temps. Et son film Plan 9 from Outer Space a même été élu pire film jamais réalisé. Mais Depp ne s'est pas moqué de lui. Il l'a traité avec amour, lui montrant son optimisme débordant et son charme étrange comme s'il s'agissait d'une merveille. Depp a déclaré avoir basé sa performance sur l'énergie joyeuse de Ronald Reagan et de l'homme de fer blanc. Cela a également marqué le début de quelque chose de plus grand, sa longue et emblématique collaboration avec le réalisateur Tim Burton. Ensemble, ils ont trouvé la magie dans l'ombre. 5 ans plus tard, Depp et Burton ont de nouveau fait équipe pour Sleepy Hollow. Cette fois, Depp incarnait Ichabod Crane, un enquêteur nerveux et intelligent qui tentait de résoudre des meurtres dans une ville hantée. Le studio avait initialement demandé à Depp de jouer ce rôle. Il avait même demandé un long faux nez inspiré de personnages de la vieille école comme Sherlock Holmes et même Angela Lansbury. Le studio a refusé les trucs extrêmes, mais le résultat était tout de même unique. Crane n'était pas un héros. Il s'est évanoui, a paniqué, mais a utilisé la science et la logique pour résoudre des crimes. Le brouillard sombre, les forêts effrayantes et même remporté un Oscar pour la direction artistique. En 2005, Depp a interprété l'un de ses rôles les plus remarqués, Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Mais ce n'était pas le personnage amusant et coloré dont on se souvenait.
La version de Depp était pâle, raide et émotionnellement distante. Il a déclaré s'être inspiré des animateurs d'émissions pour enfants et s'être même inspiré d'Anna Wintour de Vogue pour sa coupe de cheveux. Certains lui ont trouvé une ressemblance frappante avec son père. Le film a ajouté un nouveau rebondissement, le passé trouble de Wonka avec son père. Un dentiste strict. C'était plus sombre, plus profond et assurément plus controversé. Les critiques étaient partagées. Certains l'ont trouvé brillant. D'autres ont dit que c'était juste flippant. Mais quoi qu'en pensent-ils les gens? Le film a rapporté près de 476 millions de dollars dans le monde et Depp a été nominé aux Golden Globes. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, personne n'a oublié sa version de Wonka. Il a prêté sa voix à Victor Van Dort dans Les Noces funèbres, un film d'animation en stop-motion réalisé par Burton. Johnny Depp tournait Charlie et la chocolaterie le jour et enregistrait Les Noces funèbres la nuit. C'était un rôle calme et émouvant. Rien qu'avec sa voix, il devait exprimer la peur, la gentillesse et l'évolution de Victor. L'histoire, inspirée d'un vieux conte populaire, qui suivait Victor depuis le film, était également révolutionnaire. Elle utilisait des appareils photonumériques plutôt que des pellicules, ce qui permettait une prise de vue plus nette et plus rapide. Les Noces funèbres fut un nouveau succès pour Depp et Burton, lui valant même une nomination aux Oscars. Il prouva que Depp n'avait pas besoin d'être vu pour émouvoir. En 2010, Depp fit son retour dans le rôle du chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. À ce moment-là, lui et Burton étaient déjà parfois déchirants. Le mélange d'images de synthèse, de costumes et d'actions réelles donnait au film une impression de rêve. Et ça a marché. Le film a rapporté plus d'1 milliard de dollars, ce qui en fait le plus grand succès de Burton. En 2012, ils se sont retrouvés pour Dark Shadows, avec Depp dans le rôle de Barnabas, un vampire de 200 ans. C'était étrange, élégant et plein d'humour. Les critiques n'ont pas tous été enthousiastes, mais cela a montré à quel point le film était devenu un spectacle grandiose et déjanté. L'un des rôles les plus intenses jamais interprétés par Depp fut celui de Las Vegas Parano, en 1998, pour incarner le journaliste déjanté Hunter S. Thompson. Depp ne s'est pas contenté de l'étudier, il a vécu avec lui. Ils se sont rencontrés en 1994 et le chaos régnait dès le début. Thompson a tiré un coup de taser dans un bar et a invité Depp chez lui, où ils ont tiré à plusieurs reprises et fait exploser des choses. Depp a été touché à la tête et a été retrouvé près d'un baril de poudre. Depp portait les vêtements de Thompson, conduisait sa voiture et s'était même fait raser la tête par Thompson pour faire ressortir ses zones chauves. Il enregistrait des heures de leur conversation et le suivait partout. À la sortie du film, on n'avait même pas l'impression que Depp jouait la comédie. Il s'appelait Thompson. Leur amitié était si profonde qu'après la mort de Thompson, Depp exauça sa dernière volonté en projetant ses cendres depuis sa voiture. C'était plus qu'un film. C'était un lien empreint d'amour, de folie et de dévouement absolu. Mais la palette de Depp ne s'arrête pas à ses héros étranges et brisés. Dans Donnie Brasco, 1997, il incarne un agent infiltré du FBI qui infiltre la mafia. L'histoire est vraie. Joseph Pistone a passé 6 ans à se faire passer pour un gangster. Depp s'est entraîné auprès de Pistone pour comprendre les dangers et comment agir comme un gangster. Parler, bouger et penser comme tel. Il a également dû montrer le coup émotionnel. Son personnage commence à se perdre, pris entre sa loyauté envers le FBI et son lien avec un mafieux incarné par Al Pacino. Le tension, les mensonges, la culpability. Tout transparaissait dans la performance de Depp. C'était subtil, envoûtant et profondément humain. Dance Blow 2001. Depp incarne Pablo Escobar. Jung a travaillé avec Pablo Escobar et est devenu millionnaire. Mais a tout perdu. Depp a rencontré Jung en prison et l'a étudié de près. Il voulait comprendre non seulement comment vivait Jung, mais aussi comment il pensait. Il a même improvisé quelques répliques pour ressembler davantage à l'homme réel. L'une des scènes les plus tristes du film montre Jung enregistrant une cassette pour son père. Depp a utilisé les mots de Jung, de ses hauts et de ses bas, de la perte de sa famille. Ils sont devenus des amis proches et Depp a déclaré plus tard avoir aimé Jung dès leur première rencontre. Johnny Depp était déjà connu pour ses rôles étranges et décalés. Mais en 2003, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a signé pour jouer dans un film de pirates Disney. Mais il n'a pas seulement apporté à l'écran un personnage de pirate. C'était le chaos total. Il s'est présenté à la première table, lu par une star qui n'avait pas dormi depuis des jours.
Tout le monde pensait qu'il plaisantait. Les dirigeants de Disney étaient tellement perplexes qu'ils lui ont demandé s'il était ivre. L'un d'eux a même pensé qu'il gâchait tout le film. Mais Depp ne plaisantait pas. Il avait calqué toute sa performance sur Keith Richards, le guitariste déchaîné des Rolling Stones. Pour lui, les pirates du 18e siècle étaient les rockstars de leur époque. Ed Richards, il en était la parfaite version moderne. Rebelle, imprévisible et toujours debout. Depp a même ajouté un peu de Pep Le Pew, le petit escroc de dessin animé, conférant à Jack Sparrow un charme et un optimisme étranges. Il a refusé de baisser le ton. Disney pouvait soit accepter sa version, soit le remplacer. Ils ne l'ont pas remplacé. Les critiques n'ont pas simplement apprécié. Ils étaient stupéfaits. Roger Ebert a qualifié le film d'original en tous points. Un autre critique a qualifié ce film de véritable leçon de comédie. Une nomination aux Golden Globes et même un Screen Actors Guild Award. Et soudain, le personnage étrange du cinéma indépendant est devenu le visage d'un phénomène mondial. Puis vint 2006. Le secret du coffre maudit est sorti en salle et a tout fracassé sur son passage. Dès son premier week-end en Amérique du Nord, il a engrangé 135,6 millions de dollars. Aucun film n'avait atteint ce chiffre auparavant. Il a rapporté plus de 5 millions de dollars en 2 jours, a dépassé les 200 millions en seulement 8 jours et a franchi la barre des 400 millions en 45 jours. À l'échelle mondiale, il a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Personne n'aurait imaginé qu'un film de pirates puisse faire un tel exploit. Mais Jack Sparrow était devenu la raison pour laquelle les gens étaient là. Un an plus tard, le 3e film, Jusqu'au bout du monde, sautait. Il a été projeté dans plus de cinémas que n'importe quel autre film auparavant, soit plus de 4,300 en Amérique du Nord, sur environ 500 écrans au total. En seulement 4 jours, il a engrangé près de 139,8 millions de dollars. Au 5e jour, le film avait rapporté 153 millions de dollars, même avec Spider-Man 3 et Shrek le 3e sortis simultanément. Le pirate interprété par Depp dominait le box-office à sa sortie en salle. Il avait engrangé 963,4 millions de dollars dans le monde. Il a détenu le record du week-end du Memorial Day jusqu'en 2022. Même lorsque les suites ont commencé à ralentir, le public a continué à s'intéresser à Jack. En 2011, La Fontaine de Jouvence a réalisé un premier film avec 90,1 millions de dollars aux États-Unis. Mais à l'international, il a connu un succès phénoménal. Il a engrangé 256,3 millions de dollars à l'étranger en un seul week-end. Il s'agissait du meilleur démarrage international à l'époque. Il a atteint le milliard de dollars dans le monde, devenant ainsi le film Disney à atteindre ce chiffre le plus rapidement jamais atteint. En 2017, La Vengeance de Salazar a engrangé 62 millions de dollars aux États-Unis et 794 millions à l'international. Moins massif qu'auparavant, il s'agissait néanmoins d'un signe clair que Jack Sparrow était plus important que les films eux-mêmes. Puis, tout a commencé à s'effondrer. En 2010, l'homme derrière le pirate a commencé à dévier de sa trajectoire. Son agent, Tracy Jacobs, a déclaré que c'était comme regarder 2 personnes différentes. Depp, autrefois professionnel, est devenu connu pour être en retard. Très en retard. Les équipes attendaient des heures sur le plateau. Parfois, des journées entières de tournage étaient gaspillées sur La Vengeance de Salazar. L'équipe de production australienne a même posté un membre de l'équipe devant la maison de Johnny Depp et un message a été diffusé. L'aigle s'est posé, ce n'était pas seulement de la paresse. Sa consommation d'alcool et de drogue avait empiré. Il arrivait en retard, désorienté, voire absent. Des tournages entiers devenaient tendus et imprévisibles. Les producteurs se disputaient en coulisses pour savoir qui devait l'affronter. Même Disney a dû inventer des systèmes discrets pour gérer le chaos. Ses habitudes personnelles ont dû changer. Johnny Depp était déjà une légende hollywoodienne. Amber Heard était jeune, ambitieuse et en pleine ascension. Il tournait Rum Express, où Depp jouait Paul Kemp et Heard celui de Shano. Leur alchimie fut immédiate. Heard dit un jour que travailler avec Depp était une torture, mais d'une certaine manière, elle était ravie. Tous deux étaient en couple à l'époque. Et Heard est devenue amoureuse. Au début, le monde les voyait comme un jeune couple glamour, mais sous les gros titres et les tapis rouges. Tout était loin d'être parfait. Leur histoire d'amour allait bientôt devenir l'une des sagas les plus amères et les plus scandaleuses de l'histoire des célébrités. Ils se marièrent le 3 février 2015. Lors d'une cérémonie discrète dans leur manoir de Los Angeles,
suivi d'une somptueuse fête sur l'île privée de Depp. Heard demanda le divorce et une ordonnance restrictive. Elle accusait Depp de violences répétées, verbales, physiques et émotionnelles. Les documents judiciaires ont fait état d'au moins 3 incidents, dont un où, selon elle, il aurait cassé des objets chez eux et l'aurait frappé. Un juge a ordonné à Depp de rester à l'écart. Des photos du visage de Heard, meurtri et tuméfié, ont fait le tour des médias. Depp a nié un bloc. Ses avocats ont affirmé qu'il était innocent. Puis est venu l'éditorial. En décembre 2018, Heard a écrit un article pour le Washington Post. Elle n'a pas nommé Depp, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Elle se présentait comme une survivante de violences conjugales. Depp a immédiatement perdu son travail, notamment celui du capitaine Jack Sparrow, en mars 2019. Il l'a poursuivi en justice pour 50 millions de dollars, affirmant que ses propos étaient des mensonges et qu'il était innocent. L'affaire a explosé. Photos, textes, témoins, tout a été révélé. Chaque camp accusait l'autre d'abus. Le monde entier observait, cherchant à savoir qui disait la vérité. Pour beaucoup, ce n'était pas clair du tout. L'un des moments les plus sombres s'est produit en Australie. C'était en mars 2015. Johnny Depp tournait Pirates des Caraïbes, La vengeance de Salazar. Il a raconté que Heard lui avait jeté une bouteille de vodka. La bouteille s'est brisée et lui a coupé le majeur droit. Il y avait du sang partout. Son médecin a déclaré que le bout du doigt avait été retrouvé plus tard sur le sol de la cuisine. Depp a été opéré. La production a été interrompue. L'équipe de Heard a affirmé que Depp s'était blessé. Il y avait des photos. Horribles. Choquantes. Cette blessure est devenue le symbole du chaos qui régnait entre eux. Personne ne pouvait détourner le regard. Leur divorce a été prononcé en janvier 2017. Depp a accepté de verser 7 millions de dollars à Heard. Elle a promis de les reverser intégralement à une œuvre caritative. Plus tard, il s'est avéré que seule une partie de la somme avait été versée et qu'elle ne provenait pas entièrement d'elle. Une partie de ces informations provenait d'Elon Musk. Malgré la signature d'un accord de confidentialité, l'histoire ne s'est pas terminée. Depp a insisté sur le fait qu'elle avait menti. Heard a maintenu avoir dit la vérité. Elle a publié une déclaration commune qualifiant leur relation de passionnée et volatile, mais fondée sur l'amour. Cela n'a convaincu personne. Leur réputation était entachée et les batailles juridiques continuaient. Puis de nouveaux témoignages sont arrivés. Le personnel de l'immeuble Eastern Columbia, où vivaient Depp et Heard, a affirmé qu'Elon Musk était venu en visite tard le soir. Un concierge a déclaré que Heard passait souvent vers 23 heures pour laisser entrer Musk. On l'a vu partir le lendemain matin. C'était pendant son mariage avec Depp. Elon Musk a été aperçu dans l'ascenseur, très proche et intime. Heard et Musk avaient affirmé que leur relation avait débuté après le divorce, mais le personnel de l'immeuble a affirmé le contraire. Cela ressemblait à une trahison, et cela a joué en faveur de Depp pendant le procès. Les messages privés de Depp ont été lus au tribunal. Ils ont révélé sa rage. Il a traité Musk de mollusque et a envoyé des messages violents à son agent. Il a écrit sur le fait de démanteler Musk et espérait que le karma de Heard la rattrape. Musk a dit de ne pas être fier d'eux, mais ils ont dressé le portrait d'un homme poussé à bout. Un homme qui voit sa vie se défaire aux yeux du monde entier. Puis l'agent de Heard a révélé autre chose. Après sa rupture avec Elon Musk en 2017, elle a envoyé un texto à l'agent pour lui dire qu'elle ne l'avait jamais aimé. Elle ne faisait que combler le vide. Elle a ajouté qu'elle avait besoin de temps pour se remettre de Depp, que Musk était une distraction. Ces messages ont anéanti l'idée même d'une relation authentique. C'était comme un rebondissement, et les gens ont commencé à tout remettre en question. Ses motivations, ses décisions, sa vérité. Puis vint la question de l'argent. Heard avait dit qu'elle donnerait l'intégralité de son divorce à une œuvre caritative. Mais des documents montrent qu'Elon Musk a fait don de 500 $0 à l'ACLU en son nom. Une autre partie provenait de Depp. Seul 1,3 million de dollars sur les 3,5 millions promis ont été versés. Musk avait même envoyé un courriel à l'ACLU confirmant qu'il l'aidait à tenir sa promesse. Cela s'est produit alors que le procès faisait rage. Cela semblait stratégique, comme si elle cherchait à préserver son image. Mais la vérité a ébranlé cette histoire soigneusement construite. Finalement, en 2023, la biographie d'Elon Musk par Walter Isaacson a révélé à quel point cette relation était toxique. Musk l'a qualifiée de relation la plus douloureuse de sa vie. Son frère Kimball disait que Heard était un cauchemar. Sa famille la détestait. Isaacson la décrivait comme un tourbillon sombre.
Musk a déclaré que cela lui avait laissé des cicatrices émotionnelles durables. Pourtant, il y a aussi eu des moments de passion. Heard a eu un jour passé 2 mois à confectionner un costume sur mesure pour incarner Mercy d'Overwatch, son personnage de jeu préféré. C'était un amour tordu. Musk a admis plus tard « Je suis souvent idiot, mais surtout en amour ». Heard a dit qu'elle l'aimait toujours. Elle a ajouté « Il en aime le feu et parfois, il le brûle ». Johnny Depp était l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire d'Hollywood. Après le succès retentissant de Pirates des Caraïbes en 2003, il est devenu une superstar mondiale. Il touchait 20 millions de dollars d'avance pour chaque film, plus des bonus à la fin, 40 millions de dollars par Pirates des Caraïbes, et même 55 millions de dollars pour Alice au pays des merveilles, qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Avec de tels chiffres, on aurait pu croire qu'il était promis à la vie. Mais en octobre 2017, il a créé la surprise en intentant un procès. Il a affirmé que ses dirigeants avaient mal géré 650 millions de dollars sur près de 20 ans. Il a poursuivi en justice une société appelée The Management Group. Depp a affirmé qu'il n'avait pas payé ses impôts, contracté des prêts sans le prévenir et dépensé son argent sans discernement, notamment en payant des garanties trop chères. Il lui avait prélevé 28 millions de dollars d'honoraires, soit environ 5% de ses revenus, pendant 6 ans, sans contrat écrit. Il a déclaré qu'ils avaient caché la gravité de la situation et qu'au moment où il l'a découvert, il était en grande difficulté financière. L'affaire a traîné pendant des mois. Finalement, en juillet 2018, l'affaire a été réglée, quelques semaines seulement avant le procès. Un procès qui aurait pu tout révéler au public. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. En avril 2018, 2 de ses gardes du corps de longue date l'ont poursuivi en justice. Il s'agissait de Jean Areola et de Miguel Sanchez. Ils affirmaient ne pas avoir été correctement payés après avoir rejoint son équipe de sécurité privée en 2016. Ils n'avaient droit ni aux heures supplémentaires, ni aux post-repas, ni aux périodes de repos, pourtant essentielles selon la loi. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Ils décrivaient un environnement de travail chaotique. Ils ont déclaré avoir dû garder Depp, le protéger du public et même le conduire alors qu'il était prétendument sous l'emprise de drogue. Ils ont été exposés à des situations dangereuses, notamment à la présence de substances illégales dans des véhicules. Ils ont affirmé être plus que de simples gardes. Ils étaient concierges, chauffeurs et responsables de la gestion des dégâts. Puis un autre coup dur est arrivé. En juillet 2018, un régisseur nommé Greg Rocky Brooks a intenté une action en justice pour un incident survenu l'année précédente. L'incident s'est produit sur le tournage de La Cité des mensonges, un film sur lequel Depp travaillait. En soir, le tournage devait s'arrêter à 22 heures, mais Depp a voulu continuer. Ce fut une courte prolongation. Mais à 23 heures, la police leur a dit qu'il devait terminer. Quand Brooks a transmis ce message, quelqu'un lui a demandé de le transmettre directement à Depp. C'est là que la situation a explosé. Brooks a dit que Depp sentait l'alcool. Il s'est mis à hurler « Mais qui es-tu? Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. » Puis, selon la plainte, Depp l'a frappé 2 fois dans les côtes et a crié « Je te donne 100 $ si tu ne me donnes pas l'argent. » La plainte a fait la une des journaux. L'image de Depp, déjà ternie, en a pris un nouveau coup. Brooks a affirmé que Depp avait dû être retenu physiquement par ses gardes du corps. Toute l'équipe l'a vu. L'incident a embarrassé la production, retardé le tournage et ajouté à la liste croissante des problèmes de Depp. Le procès a traîné en longueur. En 2022, il n'était toujours pas résolu. Mais Depp venait de remporter son procès en diffamation très médiatisée contre son ex-femme Amber Heard, qui affirmait que Depp aurait pu ruiner tout ce qu'il essayait de reconstruire. Ainsi, quelques jours avant le procès de la Cité des mensonges, l'affaire a été réglée discrètement. Pas de confrontation publique au tribunal. Pas de gros titres, juste le silence. Les détails de l'accord n'ont jamais été révélés. Mais Depp n'avait pas fini de surprendre. En octobre 2024, il est revenu, non pas au cinéma, mais dans le monde de l'art. Il a visité le quartier de Chelsea, l'une des scènes artistiques les plus prestigieuses au monde. On y trouvait plus de 70 œuvres originales, dont certaines peintes des décennies plus tôt. Ces œuvres étaient brutes, personnelles et surréalistes. Certaines exprimaient une profonde émotion, d'autres étaient des paysages oniriques et colorés. Mais ensemble, elles racontaient l'histoire d'un homme qui avait traversé le chaos et l'avait transposé sur sa toile.
Plus de 10 personnes sont venues la première semaine. Beaucoup avaient ignoré l'œuvre de Depp, stupéfaits. Ils y ont vu un véritable talent. Ils ont vu de la profondeur, de la douleur et de la précision. Le soir de la première, des stars du cinéma et des arts étaient présentes. Il était clair que Depp ne cherchait pas seulement à faire son retour. Il cherchait à reconstruire non seulement son image, mais aussi son identité. Non pas celle d'une star déchue, mais celle d'un artiste.